Nous allons à présent aborder les cas dans lesquels la femme devient nida d'après nos sages. C'est-à-dire que d'après la Torah, la femme aurait dû être pure. Simplement, nos sages ont instauré un décret selon lequel la femme devient impure. Vous savez que, à nombreuses reprises, nos sages ont institué des dispositions. Le but était de préserver la rigoureuse observance des lois de la Torah. Et donc, dans certains cas, bien que d'après la Torah, une chose était permise, nos maîtres sont venus et ont mis des barrières pour nous empêcher, chas v'shalom, d'en arriver à enfreindre ce qui est écrit dans la Torah. D'après tout ce qu'on vient de voir à présent, si une femme a eu un écoulement de sang qui n'était pas accompagné de l'une des 3 sensations évoquées avant, la femme est pure, quelle que soit la taille de la tache. Nos maîtres sont venus et ont dit non. Si jamais on autorise cela, les gens vont en venir à autoriser davantage de choses, on ne peut pas. Il faut qu'on puisse interdire, rendre une femme nida, même si jamais elle n'a pas ressenti l'une de ces 3 sensations. Simplement, pour que la femme soit nida, même sans avoir ressenti l'une de ces 3 sensations, il va y avoir énormément de conditions sine qua non qui doivent être toutes réunies. Il y en a 6. On va essayer de les expliciter l'une après l'autre. Il y en a 6. S'il manque l'une de ces conditions, la femme n'est pas nida. Donc je répète, lorsque la femme n'a pas ressenti l'une des 3 sensations et qu'elle a eu un écoulement de sang, dans certains cas, nos maîtres ont dit que la femme était malgré tout impure, nida. Dans quel cas? Dans le cas où il y a 6 conditions. Alors, nous allons essayer de les aborder les unes après les autres et d'expliquer le sens de ces raisons. Le premier facteur, c'est de savoir quelle est la couleur de la tache. Et ça, c'est évident. La Torah considère qu'une femme devient nida dans la mesure où il y a eu un écoulement de sang. Si jamais il n'y a pas eu d'écoulement de sang, mais qu'il y a eu une autre sécrétion, ça ne rend pas la femme impure. Qu'est-ce que le sang? Le sang, c'est une couleur, une sécrétion rouge. De nos jours, on ne sait plus très bien quelle espèce de rouge est autorisée et quel type de rouge est interdit. Alors qu'à l'époque de la Torah, il y avait des rouges qui étaient autorisés et des rouges qui étaient interdits. Il pouvait y avoir une femme qui voyait une sécrétion rouge et qui était malgré tout pas nida. De nos jours, étant donné qu'on ne sait plus très bien différencier ces espèces de couleurs, Chachamim nous ont dit que dès lors qu'une femme observe un écoulement de sang d'une couleur qui est rouge ou qui tend même vers le rouge, comme le rose par exemple, comme le bordeaux par exemple, la femme devient impure. Et pareillement, si jamais elle observe une sécrétion noire, d'après certains décisionnaires tendant vers le noir aussi, la femme est nida. On considère que le noir, c'est en fait du sang rouge qui a coagulé. C'est la raison pour laquelle le noir est aussi considéré par la Torah de nos jours comme étant du sang. Si la tache est une tache jaune, et une tache verte, et une tache marron clair, ces taches-là ne sont pas des taches qui sont considérées par la Torah comme appartenant à la famille des sangs. Et donc, la première condition pour que lorsqu'une femme voit une tache, qu'elle soit impure, qu'elle soit nida, c'est que la tache soit d'une couleur rouge ou tendant vers le rouge ou alors noir. Cette condition, à vrai dire, elle concerne aussi l'impureté prescrite par la Torah. C'est-à-dire que si une femme a eu une de ces 3 sensations et qu'ensuite elle a vu une sécrétion jaune, bien qu'il y ait eu une sensation, la femme est autorisée. Donc, première chose, il faut que la tache soit d'une couleur qui puisse appartenir à du sang. Et là, je précise déjà qu'il y a tout d'abord des personnes qui sont daltoniennes et qui n'arrivent pas à définir la couleur de ce qu'elles ont vu. Mais même une personne qui sait voir, quelquefois il y a du marron, on a l'impression que c'est marron alors qu'en fait c'est rouge. Personnellement, plusieurs fois on est venu m'amener
des vérifications. Et au téléphone, tout d'abord, la personne m'a dit, tu sais, c'est marron, je pense que c'est autorisé, qu'est-ce que vous dites? Je lui ai dit, bon, il faut que me l'amener. Et puis lorsqu'elle me l'amène, il s'avère que ce n'est pas du tout marron, c'est bordeaux. Mais vraiment, on voit que c'est du sang qui a séché. Donc, il faut savoir que, Baruch Hashem, nous avons des rabbanim, et c'est aux rabbanim qu'il faut venir montrer ces vérifications-là. Si on est sûr qu'elle est jaune, si on est sûr qu'elle est blanche, si on est sûr qu'il n'y a aucun problème, ce n'est pas la peine d'avoir recours au Rav. Mais dans la mesure où on ne sait pas très bien, on voit que c'est un petit peu tendant vers le rose, on ne sait pas si c'est vraiment rose ou un petit peu moins. Parfois on voit une couleur orange, on ne sait pas très bien quelle est l'origine de cette couleur. Dans tous ces cas-là, il faut aller voir un moré Hora'a, un Rav qui est spécialiste dans ce domaine et qui pourra dire et déterminer la couleur exacte de ce sang. Et dans certains cas, alors que la femme est persuadée qu'elle est impure, en fait elle est pure. Parce que ce n'était pas du tout du rouge, c'était un marron qui est tout à fait autorisé par la Torah. Donc premièrement, couleur de la tache. Deuxièmement, quelle est la taille de la tache? Nos maîtres nous ont dit que pour qu'une tache rende la femme impure, il faut que cette tache-là soit d'une certaine dimension minimale. Quelle est cette dimension? Si jamais la tache est sous forme d'un disque, on considère que la tache rend impure si jamais son diamètre est d'environ entre 18 et 20 mm, d'après nos sages. C'est-à-dire que si une femme voit une tache qui est ronde et que le diamètre est de 15 mm par exemple, la femme reste pure. Si jamais le diamètre est de 20 mm, ça veut dire 2 cm, voire plus, je précise bien le diamètre, là la femme peut dans certains cas, donc on va justement préciser, devenir nida, d'après nos maîtres. Pourquoi cette taille-là? Pourquoi cette dimension? En fait, il faut savoir que à l'époque de nos maîtres, il y avait des espèces de puces qui se promenaient un petit peu dans les maisons, qui se promenaient sur les lits. Et durant le sommeil, ça arrivait très souvent qu'il y ait des puces qui soient écrasées sous le poids du corps de l'homme ou de la femme. Lorsque la femme se réveille le matin, inévitablement, elle risque de voir sur son drap plein de taches de sang. Il y avait beaucoup de puces. Ces puces écrasées occasionnent ces taches. Et dit la Gemara dans la Masechet Nida que vraiment à l'époque, il n'y avait pas un seul lit sur lequel ne se trouvait pas ce genre de taches. Lorsque nos maîtres sont venus et qu'ils ont dit que même si jamais la femme n'a pas ressenti l'une des 3 sensations, malgré tout elle doit être interdite. Ils se sont dit, si on interdit une tache, même toute petite, alors toutes les femmes vont être impures. Parce que sur tous les lits, lorsque la femme se lève, il y a des taches de sang. Donc ça ne rime à rien de rendre toutes les femmes impures sans raison. C'est la raison pour laquelle nos maîtres ont dit qu'il fallait que la tache soit d'une dimension supérieure à celle qu'on obtient lorsque une puce est écrasée. Or, la dimension du sang qui résulte d'une puce écrasée, c'est d'un diamètre de 2 cm. Environ, il y en a qui disent 18 mm, il y en a qui disent 20 mm, mais en tous les cas, pas plus. Donc dès lors que la femme voit une tache de cette taille-là, supérieure à cette taille-là, on peut tout à fait l'interdire. Et ce n'est pas pour autant que toutes les femmes, lorsqu'elles vont se réveiller, elles vont être impures. Une fois, je donnais un cours sur ce sujet, et il y a un de mes élèves qui m'a dit que dans le cadre de son travail, il est souvent en déplacement en Afrique et dans d'autres pays. Il m'a dit, je peux vous dire que vous avez tout à fait raison. Je lui ai dit, comment ça? Je sais que j'ai raison. Il m'a dit, non, il m'a dit, en Afrique, vraiment, je dors. Il m'a dit, moi je pèse une centaine de kilos, comme ça il me dit. Il me dit, lorsque je me lève le matin, sur le lit, il y a plein de fois des grosses taches de sang. Je lui dis combien? Environ 2 cm de diamètre? Il me dit exactement ça, environ. Après je lui dis, mais je peux te poser quand même une question. Il y a quelque chose qui me perturbe. Si vraiment à l'époque de la Gemara, au moment où la puce était écrasée, on voyait une tache de sang, on n'avait qu'à vérifier, est-ce qu'on la voit la puce ou est-ce qu'on la voit pas? Lui il m'a dit, mais pas du tout, on la voit pas la puce.
Et tu t'imagines 100 kilos qui écrasent une toute petite puce, on ne la voit pas. Et donc on voit que jusqu'au jour d'aujourd'hui en Afrique, par exemple, cette réalité-là est encore avérée. Que fait-on de nos jours? De nos jours, dans la plupart des lieux habités, Baruch Hashem, dans nos environnements, il n'y a pas de puces. Et même s'il y en a, c'est toutes petites puces qui ne feraient pas plus qu'une toute petite tache de sang. Et pourtant, de nos jours, on dit, peu importe, lorsque la femme voit une tache inférieure à cette dimension-là, la femme est pure. Mais pourquoi? Peut-être que ça provient d'une puce? Non, de nos jours, il n'y a pas ces puces-là. Il ne faut pas raconter des histoires. En tous les cas, de nos jours, en France, à Paris, pas en Afrique. Donc, c'est quoi ces histoires-là? Réponse: étant donné que cette disposition-là a été prise par nos maîtres, elle restera inamovible, jusqu'au jour où on aura un bet din aussi grand que celui de l'époque, et à ce moment-là, on pourra commencer à remettre en question et à modifier quelques dispositions de nos maîtres. Et peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, on dira que même si une femme voit une tache toute petite, elle devient impure. En tous les cas, ce n'est pas le cas pour l'instant. Vous avez posé la question, bon, si jamais c'est une tache qui est vraiment ronde, alors on a compris. Que se passe-t-il si la tache est ovale ou qu'elle est allongée? Alors là, il faut connaître les formules mathématiques. Et il faut savoir que ce qui nous intéresse, c'est de connaître la surface de la tache. La superficie, pas le périmètre. Quelle est la surface d'un disque dont le diamètre est environ 2 cm, c'est-à-dire dont le rayon est de 1 cm? Alors là, on a recours à pi. Vous vous rappelez de pi l'Aziz qu'on avait appris à l'école? Pi l'Aziz qui dit 3,14. Quelle est la surface de ce disque? C'est pi r carré. Pi fois le rayon au carré. Le rayon c'est 1, 1 au carré c'est 1. 1 fois 3,14 c'est 3,14. Donc il faut avoir environ une tache qui soit d'une dimension, d'une surface de 3,14 cm² pour que ça puisse rendre la femme impure. Je peux vous dire que certaines fois, une femme voit sur son sous-vêtement par exemple une tache rectangulaire. Elle est assez longue mais très fine. Par exemple, elle mesure 5 cm de long sur un demi-centimètre de large. Et la femme immédiatement se dit « Waouh, ça y est, je suis devenue nida, ça y est, j'ai une super grosse tache, vraiment supérieure à un gris, supérieure à cette fameuse taille là dont je vous ai parlé. C'est pas possible, je suis nida, etc. » Quelquefois, le mari a l'intelligence de lui dire « Mais une seconde, va la montrer à un rave. Prends une règle et commence à vérifier. » Et effectivement, il s'avère que la femme est pure. Pourquoi? Comment on calcule la surface d'un rectangle? Longueur fois largeur. Longueur 5 cm, largeur 1 demi-centimètre, on arrive à 2,5 cm². Donc on est encore loin du compte. La femme est pure. Donc toutes ces choses-là, il faut bien les connaître. Et la femme ne deviendra jamais impure, nida, d'après nos maîtres, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas eu l'une des 3 sensations, tant que la tache n'est pas supérieure à cette dimension qu'on vient de déterminer. Donc ça, c'est la deuxième condition. Donc deuxième condition, il faut que la tache soit suffisamment grande. Troisième condition, pour que la femme devienne impure d'après nos sages, c'est quelle est la couleur du support sur laquelle se trouve la tache. Et là, nos maîtres nous disent que pour qu'une tache rende la femme nida, il faut nécessairement qu'elle se trouve sur un sous-vêtement ou un tissu de couleur blanche. C'est-à-dire que si le tissu sur lequel se trouve la tache est coloré, la femme est pure. Quelle en est la raison? C'est qu'en fait, comme on l'a dit au tout début, pour que la femme soit nida, il faut que la tache soit de couleur rouge. Comment on peut réussir à déterminer la couleur d'une tache si jamais cette tache se trouve sur un support coloré? La couleur du support risque de modifier la couleur de la tache, risque de l'atténuer. Donc lorsque la tache se trouve sur un support blanc, on peut réussir de façon sûre à dire il y a une tache de sang qui mesure plus que la dimension qu'on a précisée il y a quelques secondes, et donc la femme est impure. Mais si la tache se trouve sur un support de couleur, dans ce cas précis, étant donné qu'on n'est pas capable de déterminer de façon précise la couleur exacte de la tache, la femme reste pure.
Alors là, vous allez me dire que quelquefois, la culotte, par exemple, est d'une couleur très claire, de sorte à ce qu'on puisse réussir à reconnaître la couleur de la tache. Imaginez que le sous-vêtement soit de couleur vert clair et que dessus il y ait une tache rouge, mais alors vraiment rouge. C'est clair qu'on arrive à voir que la tache est rouge. Et le support n'atténue en rien la vivacité du rouge qui se trouve sur le sous-vêtement. Malgré tout, la plupart de nos grands décisionnaires disent que la femme reste pure. Quelle en est la raison? C'est que dès lors que nos maîtres ont exclu de cette espèce de nida une tache trouvée sur un support de couleur, peu importe quelle est la couleur, peu importe si elle est foncée ou claire, dans tous les cas, une tache trouvée sur ce support ne rend pas la femme nida. Donc, troisième condition, c'est la couleur du support. D'ailleurs, nos maîtres nous donnent, j'allais dire, un conseil d'amis. Et ils conseillent et recommandent vivement à chaque femme qu'elle ait sans arrêt sur elle des sous-vêtements de couleur. Nos maîtres tiennent à ce que la femme soit pure le plus de temps possible. Ils n'ont rien à gagner à ce que la femme devienne impure. Et donc ils disent, en dehors de certaines périodes, comme les 7 jours de propreté, qu'on évoquera plus tard, où là effectivement nos maîtres recommandent à la femme de porter des sous-vêtements blancs, mais tout le reste du temps, que la femme ne porte que des sous-vêtements de couleur. Comme ça, même si on voit une tache dessus, et même si la tache est grande, malgré tout, on pourra l'autoriser. Et je peux vous assurer que c'est arrivé très souvent, que des femmes viennent le lendemain de leur immersion rituelle, et qu'elles m'amènent un sous-vêtement de couleur avec une grosse tache rouge dessus. Je leur dis vraiment, vous avez de la chance d'avoir écouté ce conseil de nos maîtres. Vous avez de la chance d'avoir mis un sous-vêtement de couleur, parce qu'on voit très bien que la tache est rouge, et si jamais vous aviez mis un sous-vêtement blanc, vous auriez été interdite d'après nos maîtres. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est l'aptitude du support sur lequel se trouve la tache à recevoir l'impureté. Il y a certains supports qui sont aptes à recevoir l'impureté, d'autres supports qui ne le sont pas. De nos jours, nous ne sommes pas très familiers à cette idée-là. Ça veut dire quoi être apte à recevoir l'impureté ou pas? Mais je vais vous donner des exemples très précis. Mais d'abord, j'aimerais vous expliquer la raison. Quelle est la raison pour laquelle on considère que pour qu'une tache observée sur un support rende la femme nida, qu'il faut que ce support-là soit apte à recevoir l'impureté? La raison est claire. C'est que nos maîtres se sont dit, c'est pas logique que la femme elle-même soit impure, soit nida, alors que le support sur lequel se trouve la tache de sang est lui-même pur. Donc de deux choses l'une. Soit le support sur lequel la tache se trouve est impur et la femme nida, soit le support sur lequel la tache s'est trouvée reste pur et donc la femme elle aussi doit être pure. C'est la raison pour laquelle lorsque la femme trouve du sang sur un support qui n'est pas apte à recevoir l'impureté, la femme reste pure. L'exemple le plus élémentaire, c'est le sol. Une femme qui trouverait une tache de sang sur le sol n'est pas apte à recevoir l'impureté et la femme est donc pure, quelle que soit la couleur de la tache, quelle que soit la taille de la tache et quelle que soit la couleur du sol. Toutes les choses qui sont scellées au sol, on considère aussi qu'elles sont comme le sol et qu'elles ne reçoivent pas l'impureté. Par exemple, la cuvette des toilettes, par exemple la baignoire. Le papier toilette, la grande majorité des décisionnaires contemporains considèrent le papier toilette comme n'étant pas apte à recevoir l'impureté. Le papier toilette, ce n'est pas un vêtement, ce n'est pas un ustensile, c'est quelque chose de surcroît qui est jetable. Et donc, énormément de décisionnaires considèrent le papier toilette comme n'étant pas apte à recevoir l'impureté. Donc si une personne avait un petit morceau de papier toilette qui était mis sur sa culotte et que sur le papier toilette, elle a aperçu une tache de sang, même si le papier toilette était blanc et même si la tache de sang était assez importante, la femme est pure. Que se passe-t-il si elle a aperçu sur le papier toilette du sang juste après avoir uriné? Ça, nous allons y arriver un peu plus tard. Quel est le statut des protège-slips? Et là, c'est une question un petit peu délicate, un peu épineuse. La grande majorité des décisionnaires considèrent le protège-slip comme étant quelque chose qui est apte à recevoir l'impureté. Malgré tout, c'est un ustensile, c'est une espèce d'habit.
c'est quelque chose qui est un réceptacle du sang qui va couler et des autres sécrétions qui vont couler. Donc beaucoup de décisionnaires considèrent ça comme étant apte à recevoir l'impureté, et donc une tache qui se trouverait sur ce protège-slip, qui serait supérieure à la dimension dont on a parlé tout à l'heure, rend la femme impure. Cependant, l'opinion du Rav Ovadia Yosef est de dire que non, que le protège-slip n'est pas apte à recevoir l'impureté, étant donné qu'il est jetable. Il y a encore tout type d'autres raisons selon lesquelles le protège-slip n'est pas apte à recevoir l'impureté. Et donc d'après le Rav Ovadia Yosef, une tache de sang, même assez importante, qui se trouve sur un protège-slip, ne rend pas la femme impure. Personnellement, le conseil que je donne à mes élèves, pour ne pas rentrer dans cette lourde discussion entre nos maîtres, c'est de mettre des protège-slips noirs. De nos jours, dans certains endroits, on vend ces protège-slips-là. Étant donné qu'ils sont colorés, quand bien même on considérerait ces protège-slips comme étant aptes à recevoir l'impureté, étant donné qu'ils sont colorés, on a dit il y a quelques instants qu'une tache de sang observée sur un tissu coloré ne rend pas impur. Et de cette façon-là, on sort complètement et on s'acquitte d'après toutes les opinions, on ne rentre pas dans les problèmes. Le corps humain, lui, est apte à recevoir l'impureté. Ça veut dire que si une femme, sur son corps, observe une tache de sang qui est supérieure à la taille, dont on a parlé tout à l'heure, la femme devient impure, vu que le corps est apte à recevoir l'impureté. Donc ça, c'était la 4e condition qui fait qu'une femme peut devenir nida d'après nos sages. Quelle est la 5e condition? C'est l'endroit sur lequel on voit cette tache. C'est-à-dire que pour que la femme devienne nida, il faut que ce soit logique, plausible de considérer que cette tache provient directement de l'utérus. Si jamais il est clair que la femme se trouve à un endroit qui n'est pas du tout relié à l'utérus, là la femme est pure. Je donne un exemple. Imaginez qu'une femme trouve une tache sur son foulard. Le foulard est sur sa tête. Il n'est pas du tout situé à un endroit duquel on pourrait considérer que cette tache provient de l'utérus. Donc dans ce cas-là, la femme est pure. Imaginez qu'elle trouve une tache sur sa chemise, sur le haut de sa chemise. C'est évident que ça ne provient pas de là-bas. Et donc c'est évident que la femme est autorisée. Par contre, si cette tache se trouve, par exemple, sur son sous-vêtement, par exemple dans son entrejambe, dans des endroits qui sont situés face à son vagin, dans ce cas précis, effectivement, c'est une zone qui est concernée par le problème. Enfin, il va falloir savoir exactement et être sûr que le tissu sur lequel la tache se trouve était propre jusqu'à présent. Il faut qu'il soit certifié comme étant propre. Si par exemple une femme porte un vêtement qu'elle portait déjà au moment où elle avait ses règles dernièrement, c'est clair que ce vêtement-là peut être taché. Pourquoi? Parce qu'elle le portait lorsqu'elle était déjà indisposée auparavant. Si elle remet ce vêtement maintenant et qu'elle voit dessus une tache, eh bien on peut attribuer cette tache aux règles qu'elle avait eues précédemment. Si par contre on sait que ce vêtement a été lavé, qu'il est propre et impeccable, et qu'elle le met, et que maintenant elle trouve une tache, alors là, effectivement, il y a tout à supposer que cette tache s'est écoulée à ce moment-là précis. Ensuite, il faut connaître un autre principe. C'est qu'on relie la tache à toute cause éventuelle et envisageable. Je vais vous donner un exemple. Si une femme présente une plaie dans son vagin, une plaie qui saigne, et que cette femme-là trouve sur son sous-vêtement une tache de sang, eh bien, il est tout à fait plausible, envisageable, éventuel, que la tache qui se trouve sur le sous-vêtement provienne de la plaie qu'a cette femme. Et donc, on peut l'autoriser. Il faut évidemment qu'on puisse attribuer ça, ça veut dire que ce soit plausible. Si la femme trouve vraiment une flaque et qu'elle a une toute petite plaie, on ne peut pas attribuer ces deux choses l'une à l'autre. Dans tous les cas, il y a eu par exemple une fois un homme qui m'a téléphoné, il m'a dit voilà, sur notre lit, on a trouvé une tache de sang. Le drap était blanc, la tache était supérieure à un gris, ça veut dire à cette dimension, à un disque de 2 cm,
carré. Et donc évidemment, elle était censée être impure. Un drap, ça reçoit l'impureté. C'est comme un sous-vêtement, c'est comme un habit. Alors, que faire dans ce cas-là? Alors je lui dis, dis-moi, t'as pas une tache par hasard, t'as pas une plaie, excusez-moi. Ta femme, elle n'a pas une plaie, elle souffre pas peut-être d'hémorroïdes, je ne sais pas exactement quoi. Et puis finalement, je lui ai dit, il y a des enfants aussi qui dorment avec vous la nuit? Il me dit oui. Mon fils, il dort toutes les nuits avec nous dans notre lit. Je lui ai dit, ton fils, il n'a pas une plaie par hasard? Il me dit, ah, vous faites bien de me demander. Il me dit, vraiment, cette nuit, il a eu vraiment un problème, il a saigné énormément du nez. Je lui ai dit, bah alors ta femme est pure. Si jamais il a saigné du nez, on peut tout à fait attribuer la tâche qu'on a trouvée à cette blessure de ton fils, et donc la femme est autorisée. Il peut arriver aussi quelquefois qu'il y ait des enfants qui boivent leur biberon, un biberon de chocolat chaud, et le chocolat chaud sur le drap, lorsque ça sèche, ça donne vraiment une impression de sang. Vous pouvez essayer si vous voulez. Ça arrive quelquefois que des personnes viennent avec un drap, et je vois très bien que ce n'est pas du sang. C'est rose, ça tend vers le rouge, sans aucun doute, mais ce n'est pas du sang. Simplement, bon, si ça tend vers le rouge, on interdit. Souvent, je leur demande, t'as ton enfant qui a bu son chocolat chaud dans ce lit? Il me dit oui. Je lui dis, c'est bon, ta femme est pure. C'est-à-dire qu'il faut essayer de pouvoir attribuer les tâches à des raisons possibles. Lorsqu'on a réussi à le faire, la femme reste pure. Si la femme, par exemple, a une infection urinaire et qu'elle voit du sang sur son sous-vêtement, elle est pure. Si elle a des hémorroïdes qui saignent et qu'elle trouve une tache sur son sous-vêtement, elle reste pure. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, il y a un Talmid Chacham qui est venu me voir et il avait dans ses mains un protège-slip. Dessus, il y avait 2 taches de sang. Chaque tache mesurait moins que la dimension dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un disque de 2 cm. Donc chaque tache faisait 1 cm. Et il n'y avait aucun rapport entre les deux, rien ne les reliait. Il me dit, voilà, est-ce que ma femme est pure ou pas? Je lui dis, ben elle est pure. Même si on considère que le protège-slip, c'est apte à recevoir l'impureté, mais peu importe. On a dit que pour que la femme soit nida, d'après nos maîtres, il faut que toutes les conditions soient réunies. Dans la mesure où ces 2 petites taches qui ne sont pas reliées, et chaque tache fait moins qu'un disque d'un diamètre de 2 cm, la femme est pure. Donc je lui ai dit, ne t'inquiète pas, ta femme est pure. Et il commence à négocier avec moi. Il me dit, mais pourquoi elle n'est pas pure? Pourquoi elle est pure, excusez-moi? Pourquoi? C'était un protège-slip. Il se trouve à même le corps. Il est situé vraiment sur les lèvres. Il me dit, c'est sûr, c'est certain, à 100%, que ces 2 taches de sang, elles proviennent de l'utérus. Donc ma femme doit être impure. Pourquoi tu l'autorises? Je lui dis, je te dis que ta femme est pure. Tu n'as quand même pas à apprendre mon métier. Il dit, pourquoi? Alors je lui dis, je vais t'expliquer. Tout d'abord, quand bien même on est sûr que la tache provient de l'utérus, peu importe, ta femme a eu l'une des 3 sensations ou pas? Il me dit non. Je lui dis, si elle n'a pas eu l'une des 3 sensations, d'après la Torah, elle est pure. D'après nos maîtres, elle est nida dans certaines conditions. L'une des conditions, c'est que la tache soit suffisamment importante pour qu'on la rende impure. Or ici, ces taches sont les 2 minuscules. Ta femme est pure. Je lui dis, mais en dehors de ça, qui te dit que cette tache provient de l'utérus? Tu m'as l'air d'être tellement sûr de toi. Qui te dit? Peut-être qu'elle a une plaie là-bas. Peut-être qu'elle a autre chose. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas combien j'ai réussi à le convaincre. En tous les cas, la halakha, elle était claire. Le lendemain ou 2 jours après, il vient me voir et il me dit, Rav, je voulais vous dire, vous aviez raison. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, ben, je vais vous dire la vérité. Ce jour-là, où je t'ai apporté ce protège-slip, mes enfants ils ne se sentaient pas très bien. Donc ma femme a été obligée de les emmener chez le médecin. Et elle-même, elle commençait à ne pas se sentir très très bien. Donc elle en a profité, elle a demandé au médecin de bien vouloir vérifier ce qui se passe. Le médecin lui a fait un examen des urines. Elle a fait un examen et il s'est avéré qu'elle a une infection urinaire et que dans les urines, il y a du sang. Il me dit, Rav, vous aviez raison. Les 2 gouttes de sang qu'elle a trouvées sur son protège-slip ne proviennent pas de l'utérus.
ils proviennent d'ailleurs. D'où est-ce qu'ils proviennent? Ils proviennent de l'infection urinaire. Je lui ai posé une question à ce moment-là. Je lui ai dit, mais dis-moi, ça c'était le premier jour, la première fois au moment où il est venu m'amener ce protège-slip, je lui ai dit, mais dis-moi un truc. J'espère que ta femme, après avoir vu ces 2 taches de sang, n'a pas procédé à une vérification interne. Il me dit si. Je lui ai dit, alors Khaled, c'est sûr qu'elle a vu du sang sur la vérification interne. Il me dit, mais non, pas du tout. Je lui ai dit, elle a eu de la chance, hein, parce que dans la plupart des cas, lorsqu'une femme voit un kétem, une tache, et que juste après elle fait une vérification interne, sur le tissu on voit du sang. Je lui ai dit, elle a eu de la chance. Et en fait, rétroactivement, il s'est avéré que la raison pour laquelle elle n'a pas vu de sang sur le tissu avec lequel elle a fait la vérification, c'est parce que ça ne provenait pas du tout de là-bas, ça provenait des urines. Donc ça, c'est aussi un principe important à connaître, que dans la mesure où on comprend, où on sait que le sang ne provient pas directement de l'utérus, mais qui provient d'ailleurs, on peut autoriser la femme. Évidemment, dans chaque cas, il est conseillé et recommandé de consulter un rave et de lui exposer toutes les choses. Et là, je vous demande vraiment, mesdames, messieurs, lorsque vous allez voir un rave, que vous lui amenez un tissu, un sous-vêtement, un vêtement sur lequel il y a une tache de sang, essayez de lui exposer le maximum d'informations. Si ce jour-là, vous avez cuisiné de la sauce tomate, si ce jour-là, vous avez une plaie, si vous saignez du nez, si vous avez un problème, si ce vêtement, par exemple, a été par terre pendant certaines minutes, toutes les choses que vous pouvez apporter au rave comme information pourront l'aider à faire en sorte que vous soyez pur. Donc ça, c'est important. Je précise encore un point important. Imaginez que la femme, lorsqu'elle se réveille, trouve sur son drap une tache de sang. Et que la femme dort avec un sous-vêtement. Et que sur le sous-vêtement, elle n'a rien trouvé du tout. Elle avait un sous-vêtement de couleur claire, un sous-vêtement blanc par exemple. Le sous-vêtement est vraiment tout propre. Plus blanc que blanc. Par contre, sur le drap blanc, on voit une grosse tache de sang. Alors que faire? Si on se fie à ce qu'on voit sur le sous-vêtement, la femme devrait être pure. Simplement, il y a une tache de sang sur son drap, elle doit être impure. Que fait-on dans ce cas-là? Alors, de nombreux décisionnaires se sont accordés à dire que dans ce cas-là, la femme peut être pure. Et pure. Pourquoi? Parce que c'est pas possible, c'est impensable qu'il y ait du sang qui est coulé du vagin et qui arrive sur le drap sans que c'est passé sur la culotte, à moins que la culotte soit imperméable. Mais ce n'est pas le cas en général. Donc visiblement, la tache vient d'ailleurs. D'où? J'en sais rien. Peu importe. Mais visiblement, elle vient d'ailleurs. Et donc dans ce cas-là, mais à nouveau, si la culotte était d'une part pas imperméable et d'autre part de couleur suffisamment claire pour être sûr que dessus, il n'y a aucune tache de sang qui a coulé, dans ces cas-là, la femme reste pure. Je précise encore un point important, c'est que quelquefois, il y a des très grosses taches. Ce n'est pas simplement que c'est des taches qui sont un petit peu plus grosses qu'un gris, que 2 cm², que 3,14 cm², c'est des taches beaucoup plus grandes. Dans ces cas-là, si on se fie au principe qu'on a dit jusqu'à présent, dès lors qu'on trouve la tache, par exemple sur un sous-vêtement de couleur, on devrait autoriser. Mais là, nos maîtres malgré tout font très attention. Et ils se disent, si c'est une tache vraiment super grande, on ne peut pas se permettre d'autoriser. Peut-être que c'est vraiment des règles. Et pour tout type de raison, nos maîtres ici préfèrent ne pas autoriser. Donc dans le cas où c'est une tache qui est un petit peu plus grande que 3,14 cm², si le sous-vêtement par exemple était de couleur, ou si jamais c'est trouvé sur une chose qui n'est pas apte à recevoir l'impureté, on peut autoriser. Si jamais c'est vraiment très grand, de surcroît si ça s'est produit plusieurs fois dans la même journée, dans ce cas-là, il faut immédiatement téléphoner à son rave et lui demander quoi faire. Dans certains cas, la femme est impure. Voilà. Si on veut aussi juste préciser un dernier point, il y a une mesure de précaution malgré tout à prendre. C'est que quelquefois, une tache qu'on trouve, ça vient annoncer des règles imminentes. Ça veut dire que c'est un début de règle. Imaginez qu'une femme ait trouvé une tache d'une dimension de plus que 3,14 cm², mais qu'elle se trouvait sur un sous-vêtement de couleur.
ou alors qu'elle se trouvait sur un sous-vêtement blanc mais que c'était une tache petite. Dans ces cas-là, qu'a-t-on dit? Que la femme est pure. D'accord, elle est pure. Bien qu'elle est pure, nos maîtres nous disent qu'il vaut mieux pas que le couple se retrouve et qu'ils aient une relation conjugale juste après. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que pendant la relation, les règles vont se déclencher complètement. Et ça, c'est complètement déconseillé. Donc généralement, on conseille que lorsque la femme a vu une tâche qui est autorisée, malgré tout d'attendre quelques heures avant d'avoir une relation conjugale. En ce qui concerne les autres choses, s'embrasser et compagnie, ces choses-là, on les autorise, dans ce cas précis. Donc si on veut résumer, Rabotai, ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, il y a deux types d'impureté de Nida. Il y a celle qui est Minatora, d'après la Torah, et celle qui est Midera Banan, d'ordre rabbinique. Celle qui est d'après la Torah, c'est lorsque, au moment où on a vu du sang, au moment de l'écoulement du sang, il y a eu une des trois sensations qu'on a précisées plus haut qui a été ressentie. Et dans ce cas-là, peu m'importe la couleur du tissu sur laquelle la tache a été trouvée, peu m'importe la taille de la tache, peu m'importe si le tissu était apte à recevoir l'impureté ou pas. Dans tous les cas, la femme est impure. Par contre, si la femme n'a pas ressenti l'une de ces trois sensations, ce qui est le cas de la plupart de nos femmes, lorsqu'elles ressentent quelque chose, elles ne sentent rien du tout, il y a un écoulement qui n'est pas accompagné d'une sensation. Et au moment où elles voient sur leur culotte une tache, elles sont surprises, elles n'ont rien senti. Ça, c'est pas d'Eoraïta. Il y a certains cas où nos maîtres ont décidé que malgré tout la femme était Nida. Pour que la femme soit Nida dans ce cas précis, il faut qu'il y ait toutes les conditions qu'on a dites depuis le début, qui soient toutes réunies. S'il manque l'une des conditions, la femme reste pure. Donc on les rappelle très succinctement. Il faut tout d'abord que la tache soit rouge, ou alors tendant vers le rouge. Deuxièmement, il faut que le tissu sur lequel la tache a été trouvée soit blanc. Troisièmement, il faut que ce tissu soit apte à recevoir l'impureté. Par exemple, un vêtement, une culotte, etc. Quatrièmement, il faut que cette tache soit d'une dimension, d'une superficie, d'une surface d'environ 3,14 cm². Et si elle fait moins que cela, la femme est pure. Ensuite, il faut que la tache ait été trouvée sur un tissu qui était propre jusqu'à présent, et non pas qui était sale. Et enfin, il faut que ce tissu ou que ce vêtement se trouve dans la zone inférieure du corps de la femme. Voilà les deux façons pour l'instant dont la femme peut devenir Nida. On continuera Bezrat Hashem la prochaine fois et on essaiera de répondre à la question qu'on a présentée au tout début de ce cours. Kol Tov et à bientôt.